Bienvenue à cette session, à cet atelier sur la validation, pardon, et la faisabilité d'un projet. L'idée à travers ce court atelier, c'est vraiment vous appréhender au mieux votre fonction de conseiller pour accompagner vos clients. Donc, l'idée de conseiller, c'est pas de se substituer à votre client, mais c'est vraiment de l'accompagner dans ses réflexions et de lui poser les bonnes questions. Voilà, globalement, c'est le métier du quotidien. Alors, je vais me présenter, je suis Leïla Antaou de chez Créatif. Donc, moi, j'accompagne et je forme des conseillers, des consultants et des formateurs aussi d'ailleurs. Mais surtout, ma spécificité, c'est quand même la gestion financière, le juridique, fiscal et social. C'est le côté de mon expertise pour accompagner au mieux les entrepreneurs, ou du moins les porteurs de projets, parce que j'ai une composante de porteurs de projets, mais j'ai aussi une composante de dirigeants que j'accompagne sur d'autres réflexions. Toujours accompagner. Et ça, c'est vraiment le mot clé qui nous aide à pas à être le plus objectif possible et pas avoir comment dirais-je, d'a priori. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir assez rapidement quand on accompagne quelqu'un. Je suppose que ça, vous l'avez. Je connais pas votre parcours, mais vous avez dû le vivre aussi si vous faites de l'accompagnement de porteurs de projets. Donc, qui nous sommes, Bac Réactif, c'est un organisme de formation que j'ai, pour ainsi dire, vu naître en 2010 et qui aujourd'hui accompagne plus de 35 000 entrepreneurs. Du moins, a accompagné plus de 35 000 entrepreneurs et continue sur cette même voie. Donc, une équipe d'une petite quarantaine de collaborateurs permanents qui œuvrent en tous les cas à améliorer et surtout à développer des contenus de formation, ou en tous les cas du conseil et de la formation sur des thématiques de l'entrepreneuriat et au plus proche, bien sûr, des réalités de l'entrepreneur et aussi de l'environnement de ce porteur de projet. Voilà globalement ce que je fais depuis quelques années. Donc Leïla Antaou, pour ceux qui souhaitent avoir mon identité. Donc ça, ce que vous voyez, bah, c'est les entreprises qu'on accompagne, ou du moins ce sont les clients. Leïla, Oui, oui. c'est Sacha. Le partage d'écran est en pause. Du coup, Ah, les gens ne voient pas. Si tu merci peux de... Bah, peut-être. pourtant, Voilà. et là, c'est bon. Oh là là, Là, ça ça c'est bien devrait parce que... être mieux. Voilà, donc ça c'est... Bon, je reprends depuis le début. Ouais, ça Vous l'avez marche. vu. Ça, je Désolé. pense que c'est effectivement, vous en saurez un peu plus avec l'intervention de Sacha en fin de parcours. Donc ça, c'est mon profil, Leïla Antaou, formatrice et consultante en entrepreneuriat. Et ça, ce sont les clients qu'on a accompagnés et formés des conseillers en création d'entreprise. Donc ce sont les clients, pour certains historiques et d'autres qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, pour revenir à la thématique, c'est la vraie question, c'est est-ce qu'on peut accompagner, y est-il possible véritablement de valider la faisabilité d'un projet? Je vous avoue que c'est une question que je me pose assez régulièrement, en fonction bien sûr des parcours et des clients que je vois. J'avoue qu'avec le temps, autant j'avais des convictions au démarrage et aujourd'hui, avec quelques années de bouteille, hein, ça fait 25 ans que j'accompagne, je vous avoue que pas tout à fait. Donc oui, partiellement, on peut évaluer la faisabilité de ce projet, mais pas en totalité parce qu'il y a plein de paramètres qui nous échappent. La seule chose que je puisse dire, c'est que les certitudes avec les vérités. Donc notre rôle, en règle générale, et pour le meilleur de nos clients, c'est de pas de se laisser piéger par nos a priori ou nos convictions, et c'est de garder un esprit critique. C'est ça notre valeur ajoutée. C'est de pouvoir poser des questions qui doivent aider, du coup, notre client à y répondre. Que ce soit partiellement ou que ce soit en totalité, c'est son projet, c'est à lui d'y répondre. Moi, je ne fais que poser des questions. Est-ce que j'ai raison ou tort? C'est pas le sujet. La vraie question, ou du moins la véritable interrogation, c'est est-ce que mon client a la réponse? Et c'est à lui de l'avoir, pas à moi.
Ça, je repose concrètement le cadre sur ce volet. C'est très important pour garder cette distance avec son client. D'ailleurs, bon, on a mis l'exemple de Mark Zuckerberg. Qu'est-ce que j'aurais pensé, moi, s'il était venu avec cette idée farfelue avec ce projet? Je sais pas. J'en ai eu et j'ai été grandement étonnée de voir l'évolution et l'explosion de certains euh, de leur business alors que j'aurais pas parié un sou sur eux. J'en ai eu au début et j'avoue que depuis quelques années, j'ai plus du tout de certitude là-dessus. De celui qui va réussir ou pas réussir, je peux avoir des éléments, des pistes de réflexion, mais c'est tout ce que je peux avoir. Mon job va consister tout simplement à accompagner encore une fois et à faire poser les bonnes questions à à mon client. Donc, pourquoi valider la faisabilité et la rentabilité? Ben, dans un premier temps, et mon job consiste d'abord à sécuriser, ou en tous les cas à limiter les risques. Limiter les risques de son investissement, de sa vie perso, ça peut aller jusque-là quand il est amené à effectivement à faire d'investissements importants et qui engage aussi le patrimoine de la famille et sa famille, c'est des questions. Je dis pas de pas le faire ou de le faire, mais de sécuriser. Donc, on limite les risques. Donc, ça, c'est le périmètre, effectivement, d'intervention. Et donc, de lui poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, elles sont relativement, je dirais presque intuitives. Elles relèvent presque de l'intuitif, c'est de poser les questions jusqu'où il est prêt à aller, comment il a l'intention d'y aller, et qu'est-ce qu'il doit miser sur ce projet. Ça permet de sécuriser les investissements, surtout s'ils sont lourds. Donc, certains engagent leur patrimoine pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il peut perdre et surtout de ce qu'il peut gagner? Donc, alors moi, j'ai une phrase fétiche que je dis souvent. Mon job va consister à envisager le pire pour le meilleur. C'est ça que j'attends d'eux. Je suis un peu l'avocate du diable et c'est ça mon job. Alors, mon job va consister à jouer cette avocate, mais aussi à leur permettre d'ouvrir des perspectives auxquelles eux n'ont pas forcément pensé. Alors, il ne s'agit pas de maîtriser leur activité ou de connaître leur activité, hein. Il s'agit de poser les bonnes questions. Et c'est quoi une bonne question? Eh ben, je dirais simplement, c'est la force que vous pouvez avoir et je peux perdre avec le temps, c'est tout simplement l'aspect novice et néophyte. Quand je connais pas, je pose des questions. Et les questions les plus simples sont souvent les plus perturbantes pour votre client. Donc ça permet aussi pour lui d'optimiser le potentiel. Ça permet pour lui aussi de se poser les vraies et les bonnes questions sur son offre et de savoir s'il a véritablement un marché qui peut être immédiat, hein, qui peut être lié à une tendance, mais si c'est lié à cette tendance, c'est de savoir la pérennité de cette activité. Donc c'est tout ça qu'on va lui poser comme question. Et comment lui sécurise? C'est pas comment moi je peux lui apporter une réponse, comment lui va sécuriser. C'est ça la vraie question. Donc l'idée d'accompagner de la manière la plus objective et la plus juste possible, c'est de poser des questions et de continuer à lui poser des questions, de valider avec lui ses réponses, quelles sources, de quelle manière il s'y est pris pour verrouiller ou en tous les cas valider les réponses qu'il a obtenues, etc. C'est ça mon job. Je le répète, hein. Je suis pas là pour lui apporter des réponses. Je peux par moment, mais c'est pas mon job. Donc maintenant, c'est de savoir quels sont les aspects qu'on peut valider, hein. Est-ce qu'on peut tout valider? Oui, on peut tout valider d'ailleurs, mais j'en suis pas toujours convaincue. Donc, la validation de la faisabilité, il y a deux points à retenir. Il y a la validation de la faisabilité. Comme son nom l'indique, c'est la perspective ou la possibilité de se lancer dans un secteur d'activité. Donc en règle générale, doit permettre à l'accompagnant de répondre de façon simple à un besoin réel. Est-ce qu'il a les moyens de répondre à un besoin réel? Comment il l'a identifié, etc. Et surtout, hein, là où le point va être déterminant sur sa faisabilité, c'est sur les points techniques de son Honnêtement, mais j'ai projet. aucune idée.
les points financiers de son projet, les investissements et le flux de ces investissements et le gain qu'il espère en tirer par rapport à ses investissements et surtout sa vie. Parce que quelqu'un qui me dit j'ai besoin de 7 000 € pour vivre par mois, moi je lui dis pas non, je lui dis comment. C'est ça la vraie question. Je me fiche de savoir qu'il veut gagner 10 000 ou 1 million d'euros de revenus. Je dis ok, moi je veux bien, mais comment tu as attention de t'y prendre? Donc c'est ça nos questions, c'est le fameux QQOCCP. Vous l'utilisez. Donc n'hésitez pas à poser ces questions, elles sont simples, mais elles sont très efficaces. Et bien sûr, le volet juridique. Il y a deux parties sur le volet juridique, il y a toute la partie réglementation et bien sûr juridique sur les aspects de fonctionnement de son entreprise, du choix du statut, de l'impact fiscal, social, etc. Et de sa protection, tout ce qui peut l'impacter directement et lui poser les bonnes questions. Ça, c'est la faisabilité sur le papier. La viabilité, quant à elle, bah, c'est de savoir comment il va manger de son activité et pendant combien de temps. Surtout s'il est sur un marché de niche ou de tendance. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, même si on n'est pas sur un marché de tendance ou sur un marché de niche, il s'agit de savoir c'est quoi le coup d'après. Est-ce qu'il est en capacité de savoir lire un peu l'avenir? Donc, c'est aussi l'aider à réfléchir sur cette veille, ou en tous les cas, comment il peut améliorer ses services ou son offre. Donc voilà, la viabilité, c'est quelque chose sur la continuité et comment il peut s'assurer de cette longévité de son activité pour générer des revenus suffisants, ou en tout cas ce dont il a besoin pour vivre. Donc il y a plusieurs aspects hein, sur la validation, comme on l'a évoqué. La première chose qu'on va se poser comme question, c'est l'adéquation porteur-projet. Ça sous-entend quoi? C'est est-ce que le porteur de projet est aligné avec ses convictions, mais est aligné avec son projet? Donc là-dessus, on peut retrouver bien sûr ses contraintes personnelles, voire même physiques dans certains cas, des compétences qu'il possède ou qu'il est censé acquérir, ou comment il a l'intention de les acquérir, et ses motivations intrinsèques. Qu'est-ce qui le pousse à vouloir entreprendre? Est-ce que c'est par dépit? Est-ce que c'est par défaut ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'anime et que c'est l'opportunité du moment pour se lancer, à réfléchir sur ce projet. Donc il y a plusieurs aspects qu'on va prendre en compte. Encore une fois, c'est pas à moi d'évoquer ces aspects, c'est à lui de me dire qu'est-ce qui le motive, c'est quoi les compétences nécessaires pour pouvoir se lancer dans ce projet et surtout quelles sont ces contraintes qu'il a pu identifier assez rapidement qui vont peut-être freiner ou en tout cas ralentir son projet ou peut-être pas réalisable dans l'immédiat. Ça peut arriver, hein. Mais c'est de savoir si lui en a pris conscience ou pas, en a conscience ou pas. Et à partir de là, on définit l'offre. Parce que l'offre, c'est quelque chose de très large. Donc, c'est quoi son offre? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est précise? Vous savez, le fameux SMART, hein. Vous voyez ce que c'est que SMART? Est-ce qu'elle est assez spécifique? Et moi, je rajouterais, est-ce qu'elle est simple? Parce que si j'ai du mal à comprendre, comment veux-tu qu'ils vendent ne serait-ce que ce projet à son banquier, à ses partenaires et surtout à ses clients. Donc, est-ce qu'elle est spécifique et simple? Est-ce qu'elle est mesurable? Donc, c'est quelque chose qui doit être mesurable par rapport à des éléments évaluables, observables, évaluables. Est-ce qu'elle est atteignable? Est-ce que c'est pas une utopie, hein? Ou est-ce que c'est pas surdimensionné par rapport à ce qu'il projette et ce qu'il amène en termes d'investissement? Est-ce que, bah, du coup, c'est réaliste aujourd'hui? Je ramène la réalité à aujourd'hui parce que c'est une temporalité. Le smart, c'est ça, hein. C'est la réalité par rapport à une temporalité. Et ça nous permet aussi de dire, est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Voilà, typiquement un exemple, un marchand de glace qui veut ouvrir au mois de janvier, la question peut se poser en lui disant, est-ce que tu penses que c'est un bon moment pour ouvrir au mois de janvier? Ou en été s'il veut vendre des chaussettes? C'est atteignable, mais réaliste aujourd'hui dans le temps, je suis pas sûre que ce soit le bon moment.
mais il peut prendre ce risque à partir du moment où il l'a évalué. Et c'est son étude de marché qui pourra l'aider à se confronter à cette réalité. Elle est là, l'étude de marché. Elle n'est pas là pour dire oui, oui, ça existe, etc. Non, c'est de se positionner en termes de prix, en termes de cible, de clients, de concurrence à proximité ou peut-être un peu plus élargir les points forts de son offre, les points faibles de son offre aussi, il faut qu'il en ait conscience. Il ne s'agit pas de les régler immédiatement, mais il s'agit d'en prendre conscience pour connaître ce périmètre de risque que j'évoquais tout à l'heure, du moins en début de présentation. Ouais, donc, il s'agit véritablement de faire des allers-retours sur son business et de se dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose de pertinent en termes d'offres? Qu'est-ce qui peut être manquant? Et pourquoi c'est manquant? Et pourquoi mes concurrents n'y ont pas répondu, eux? Des questions simples. Et c'est le genre de questions que je vais poser à mon client, à lui d'y répondre ou pas. C'est là où s'arrêtent mes limites de consultant ou de conseiller. Ça, c'est la première phase, hein. C'est véritablement la première phase qui nous permet de valider ce premier jet de projet où on commence à construire quelque chose. Après, il faut aller un peu plus loin. Et ça, ce sont les aspects, du coup, réglementaires. Est-ce que l'activité est réglementaire? Est-ce que ça nécessite des diplômes spécifiques? Est-ce que ça nécessite des normes spécifiques? Est-ce que la forme du choix du statut juridique nous est imposée? Ça peut arriver hein, dans certains secteurs d'activité, hein. Et donc, c'est pas à moi d'y répondre. C'est à lui de me dire, oui, il faut un diplôme. Oui, il y a une réglementation. Oui, c'est une activité réglementée. Ne serait-ce que basiquement, quelqu'un qui se lance dans le bâtiment, bah, s'il n'a pas le diplôme à minima, un CAP ou une expérience justifiée de 3 ans, il ne pourra pas ouvrir une entreprise de bâtiment à son nom. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de solution, il y en a une, mais qui risque de lui coûter un peu plus cher. De recruter un salarié hein, qui lui a le diplôme, mais il dépend entièrement de son salarié. Donc, il y a plusieurs façons de pratiquer, hein, mais en fonction de ces solutions, bah, il y a des solutions où on est plus dans la dépendance et peut-être aussi dans des investissements un peu plus lourds. Ne serait-ce que de recruter un salarié, il faut le payer, par exemple. Donc, c'est là où on arrive sur le modèle économique, les besoins. Parce que je veux comprendre si mon activité que je suis en train de lancer est rentable. On est d'accord hein, sur le principe. Je pense qu'on crée tous des boîtes pour que ce soit rentable et que ce soit le plus réaliste possible. Je prends l'exemple souvent que je cite mes clients. Je leur dis, si je vous dis que je gagne 1200 balles par mois, excusez-moi de la vulgarité ou de la familiarité que j'emploie, mais si je dis que je gagne 1200 € par mois, alors je pose la question, c'est bien ou pas bien? Alors souvent on me dit c'est pas bien. 99% me dit c'est pas bien en entrepreneuriat. Et quand je dis que je les gagne en 2 jours, ben voilà. Donc le ratio du retour sur investissement n'est plus du tout le même. Mais si c'est suffisant pour moi et j'ai besoin que de 1200 balles, bah effectivement, ma rentabilité, elle est réelle. Du coup, ma marge, elle est réelle. Et mes coûts fixes, bah, je les maîtrise du coup, parce que 1200 € en tant que formatrice, par exemple, c'est largement possible du coup, parce que j'ai très peu d'investissement. Mais maintenant, si j'ai besoin de locaux, si j'ai besoin de matériel, etc., on est sur une autre histoire. On est d'accord. On peut avoir une activité similaire avec des moyens différents, mais tout dépend de l'objectif qu'on vise. Donc, voilà ce que je vais poser comme question. Donc, les tarifs envisagés, savoir si c'est du marché ou pas marché, les marges brutes, ce qui est pratiqué globalement dans le secteur, si on est déconnant ou pas. Donc, ça, il y a accès. C'est à lui de trouver ces éléments. Parce que s'il fait son étude de marché, il est censé quand même avoir une approximation de ses marges, de ses coûts pratiqués. Donc, s'il vient du métier, c'est parfait, il les a. Mais s'il se lance dans quelque chose qu'il maîtrise un peu moins bien, ben, il a tout intérêt à aller chercher cette information et la valider. Avoir une notion des coûts fixes, c'est-à-dire que ces coûts fixes, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, ben, il faut qu'il envisage, du coup, ben, je parlais de marchand de glace, par exemple, en janvier.
Est-ce que c'est là où je vais avoir le plus de clients? J'en suis pas certaine, mais par contre, je vais avoir des charges. Charges de locaux, ça que j'ai du chiffre d'affaires ou pas, je vais devoir les payer. J'ai peut-être du personnel, je vais devoir les payer. J'ai d'autres charges de fonctionnement, je vais devoir les payer, que j'ai du chiffre d'affaires ou pas. Ça n'a rien à voir avec la variabilité de l'activité, du moins les charges variables de l'activité. Donc ça, c'est des questions véritablement qui vont être importantes pour lui. Et bien sûr, son besoin en investissement, c'est le besoin en matériel, hein. Il a besoin de quoi pour fonctionner, hein? Il a besoin de quoi pour démarrer? Que ce soit technique, que ce soit matériel, que ce soit humain, etc. Et que ce soit des moyens de financement, du moins des moyens financiers, dans ce qu'on appelle la trésor de départ. Est-ce qu'il a de la trésor? Comment il a l'intention effectivement de constituer cette trésorerie de démarrage? Donc tout ça va impacter la faisabilité de son projet. Et, et du coup, va impacter peut-être même, je ne parle pas de rentabilité, mais va impacter même la pérennité de son activité. Il peut se retrouver avec une trésorerie très faible. Et si il a des délais de paiement avec ses fournisseurs de 60 jours, et s'il travaille avec l'État à 90 jours, voire un jour, bah, il peut vite se retrouver en défaut de trésorerie. Donc tout ça, c'est des questions qu'on va lui poser. Et encore une fois, c'est à lui d'apporter des réponses. C'est pas à moi. Je connais les pratiques, mais pas tous, pas dans tous les secteurs d'activité. Mais lui, par contre, il est censé quand même avoir cette information et pouvoir la budgétiser sur son prévisionnel. Donc son prévisionnel et son plan de trésorerie. Alors souvent on me dit c'est la même chose. Non, un prévisionnel, c'est l'hypothèse du chiffre d'affaires et des moyens qu'il faut réunir pour réaliser ce chiffre d'affaires et couvrir ses charges, en espérant générer un bénéfice. Le plan de trésorerie, lui, surtout si c'est lié à des échéances entre les délais clients et et les délais fournisseurs, ben, c'est de pouvoir assurer au moins le règlement de ses fournisseurs avant l'encaissement de ses clients s'il y a des délais de paiement plus longs. En clair, pour faire simple, délai fournisseur 30 jours et délai client 60 jours. Donc ça veut dire que je décaisse de l'argent avant même de recevoir, avec tous les risques que ça peut générer. Donc on va lui demander de réfléchir là-dessus, comment il peut sécuriser. Donc on revient sur le premier item, c'est la sécurité de ses investissements et la sécurité de son business. Donc, on va élaborer un plan de financement. Il va élaborer un plan de financement qui soit le plus cohérent possible par rapport à un chiffre d'affaires qu'il va devoir estimer et surtout planifier une trésorerie qui soit la plus minutieuse possible parce qu'une trésorerie, un plan de trésorerie n'est pas un prévisionnel. Un plan de trésorerie, c'est les encaissements et les décaissements qui génèrent cette trésorerie et de savoir de combien il a besoin. Et ça, c'est le plus important. Pour faire simple, je vais prendre le cas de Julie, hein, tout simplement, qui souhaite réaliser un projet hein, et que vous accompagnez, hein. Alors, excusez-moi, je vais réduire la fenêtre. J'y arrive pas, bien sûr. Ah si, ça y est. Donc, le cas de Julie, hein, typiquement, qui souhaite ouvrir une entreprise de fabrication de bougies naturelles. Donc, la première question, naturellement, hein, c'est quoi son activité, hein? Depuis combien de temps elle y pense. Donc, ça nous permet de savoir si elle s'est levée un beau matin et se dire pourquoi pas ça. Donc là, ça fait depuis 2 ans, a priori, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de réflexion, pas plus de réflexion, mais ou de structuration. Elle n'a peut-être pas encore commencé à travailler dessus, mais c'est quelque chose qu'elle pense, sur laquelle elle y pense depuis quelque temps. On va chercher ses motivations. Qu'est-ce qui la motive? C'est quoi ses moteurs? Donc, elle peut répondre que son moteur, souvent c'est le genre de réponse que je peux avoir, hein. C'est faire un travail manuel, faire quelque chose qui ait plus de sens, faire quelque chose de moins intellectuel. C'est pouvoir aussi vivre de cette activité. Donc, c'est de savoir de combien elle a besoin pour vivre par rapport à sa vie aujourd'hui. Et ça, c'est très important de le définir. Parce que si elle me dit qu'elle veut gagner 7 000 balles par mois avec ça, la question va demeurer maintenant si elle me dit je veux vivre et j'ai besoin que de 1 200 euros, bah, le delta n'est pas le même et surtout les objectifs et les moyens nécessaires sont pas les mêmes non plus.
Donc, c'est ce qui nous permettra déjà d'identifier peut-être les freins ou la fragilité du projet. Et peut-être qu'il y a encore à y réfléchir. Et bien sûr, une création est toujours suivie d'un apport, hein. Quels sont ces investissements? Donc là, pour le coup, de quoi elle dispose? Donc de 1 000 euros. Et le point important et déterminant, même si toutes les questions sont importantes, ben, c'est les compétences. Donc, on va lui poser des questions sur les compétences nécessaires pour se lancer dans cette activité, si elle est réglementée, s'il y a un statut juridique pertinent, etc., etc. Donc là, effectivement, elle a plutôt une bonne connaissance, une bonne maîtrise de la fabrication, mais par contre, aucune sur la partie vente ou gestion ou même marketing ou sur d'autres aspects. Mais en tous les cas, je considère que bien sûr qu'on vient avec une expertise, bien sûr qu'on vient avec une expérience, mais l'idée, c'est de savoir comment, elle qui ne connaît pas la vente ou la gestion, comment l'attention d'y pallier, en tous les cas, d'y répondre et surtout la vente, puisque on peut produire, on peut gérer, mais si on vend rien, il se passera rien. Donc ça, c'est des vraies questions fondamentales, c'est de savoir comment on a l'intention de proposer son offre de service, donc ou de ses produits, donc par quel biais et comment c'est le comment, hein, et par quel biais elle a l'intention de se faire connaître et vendre sa marchandise. Est-ce qu'elle peut prendre une boutique? Mais quand on a 1 000 euros d'apport pour prendre une boutique, et ben, c'est des vraies questions. Maintenant, si elle veut travailler sur créer une e-boutique, parce que c'est souvent d'actualité, c'est souvent ça qu'on entend, bah, c'est peut-être réalisable, mais ça veut dire encore une fois qu'on a créé son site internet, c'est bien, mais derrière, il faut se faire connaître, il faut vendre. Donc, c'est toutes ces questions qu'on va lui poser. Je dirais que même si elle a une forte motivation, il n'y a pas toujours adéquation entre les compétences et ce qu'elle vise. Donc, en termes de besoins peut-être financiers, hein, surtout si elle veut ouvrir une boutique, hein, donc là, c'est peut-être très limité, hein. Donc, on va peut-être lui suggérer soit de faire appel à la famille, aux dons de la famille ou d'autres bières sur lesquelles on va l'accompagner, hein, puisque c'est à elle quand même d'aller chercher ses informations et surtout d'aller chercher ses ressources, sa capacité d'aller lever des fonds et aussi de construire son business model à travers sa vente de bougies. Puisque même dans les bougies, il y a différentes gammes, etc. Donc ça, c'est le point important qu'il va falloir éclaircir assez rapidement pour pouvoir l'accompagner et l'aider à lui faire poser les bonnes questions. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, sur l'offre. Donc, si effectivement on nous pose la question quelle est l'offre et qu'elle a 12 modèles de bougies, plus diffuseurs, plus coffrets, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir effectivement produire en temps et en heure? Il y a toute cette organisation qu'elle doit pouvoir mettre en place, surtout si elle est victime de son succès. Donc, j'envisage toujours le pire pour le meilleur. Aussi bien si elle n'a pas de clients, je dirais presque tout va bien, avec le peu d'investissement, etc. Maintenant, si elle investit sur une boutique, etc., et si elle fabrique, c'est l'organisation et le temps nécessaire pour produire et fabriquer tous ces modèles. Donc, ça va être de véritables questions, mais pour elle, ça sous-entend d'y répondre de façon factuelle et de façon précise. Je lui dis pas non. Je lui dis simplement, est-ce qu'elle a intégré dans les risques de son business? Aujourd'hui, pas de structuration en gamme, hein. Du coup, il y a 12 modèles, mais peut-être qu'il y a un modèle qu'il va falloir identifier, ou deux modèles, hein. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais quelle est la gamme qui serait susceptible d'être le mieux vendue, d'une part, qui serait susceptible de produire avec une durée la plus courte possible, la plus qualitative possible, mais qui lui permettent d'être visible et de vendre au plus grand nombre. Donc, c'est peut-être ces questions, et du coup, qu'il va falloir se poser, et de savoir surtout comment elle a l'intention de se faire connaître. Donc, bien sûr, euh, elle peut utiliser les réseaux sociaux, Asta, etc., mais c'est là où tout le monde se fournit, et c'est là où tout le monde vend.
Donc, il s'agit aussi de savoir identifier ses fournisseurs de matières premières et de savoir par quel biais elle peut vendre ou quels sont les sites, si c'est des réseaux sociaux, par lesquels elle serait susceptible d'être le plus visible possible. Si c'est une boutique, eh ben, c'est l'emplacement, hein, l'emplacement. Mais plus l'emplacement est de premier choix, plus les coûts vont être importants et l'investissement relativement lourd. Et on n'oublie pas, hein, c'est quand même des bougies. Donc peut-être qu'il va falloir l'aider à mieux structurer et peut-être définir avec elle un canal de vente ou en tout cas de distribution plus précis et le moins coûteux par rapport à son investissement ou en adéquation par rapport à son investissement. Donc pareil pour la réglementation, hein. On se dit fabriquer des bougies, est-ce que ça nécessite comment dirais-je, une réglementation spécifique? Donc faut-il des diplômes? Donc, elle peut répondre qu'elle ne croit pas, mais on ne lui demande pas de croire, on lui demande de savoir, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc, je vais la renvoyer en lui disant, bah, effectivement, bah, renseigne-toi s'il ne faut pas un diplôme exigé pour pouvoir se lancer dans ce domaine d'activité. C'est à elle d'y répondre de façon factuelle et précise. C'est oui, c'est non. C'est pas peut-être. Quand il y a un peut-être, ça veut dire que la personne, ou en tous les cas l'accompagnant, n'a pas répondu à la question, ou n'a pas été jusqu'au bout de cette réflexion. Au même titre, est-ce qu'il y a des normes? Donc, elle connaît peut-être pas forcément les normes obligatoires, hein, et en l'occurrence la CLP, hein, qui est plutôt la réglementation sur l'étiquetage et l'obligation euh, de mentionner effectivement la toxicité de ces bougies, etc., de répondre aux normes, hein, tout simplement. Et puis, bien sûr, l'activité requiert-elle le traitement des données personnelles? Donc là, c'est tout ce qui est lié au numérique. Si elle collecte des informations de ses clients, ne serait-ce que, qu'elle les collecte et qu'elle les conserve sur du numérique, hein, format numérique, ordinateur, c'est tout ce qui est lié à la loi RGPD, hein, pour faire simple, et ben, elle y est contrainte. Et il va falloir aussi s'assurer de ces protections RGPD. Donc, on ne crée pas un site pour créer un site, on crée un site avec les obligations légales aussi. Donc, on va aussi l'orienter là-dessus parce que c'est le risque de son projet juridique et financier pour le coup. Puisqu'aujourd'hui, la CNIL, pour pas la nommer, elle légifère, quoi, et elle sanctionne. Donc, voilà pourquoi il va falloir l'emmener sur toutes ces questions. Et bien sûr, les points importants, bah, c'est tout ce qui concerne bah, le prix de vente, quoi, mais le prix d'achat, mais et le prix de vente pour identifier sa marge. Alors, on peut avoir une marge brute ou une marge nette. Moi, ce qui m'intéresse à un moment donné, c'est la marge nette. C'est une fois qu'elle a payé ses marchandises, bah, c'est ses frais de structure, pub, etc., qui permettent de définir ce qu'il lui reste à la fin du mois. Donc, ça, c'est des vraies questions. Donc, quels sont les tarifs envisagés? Donc, si elle met 39 euros, est-ce que c'est les prix du marché? Voilà ce que je lui posais comme question. Son coût de revient, donc sa marge, si elle la connaît ou pas. Donc elle achète une matière première, certes, et elle déduit cette matière première sur le prix de vente, d'accord, mais le temps de fabrication et tout ce qui peut supporter la vente de cette bougie, ça supporte des frais. Donc est-ce qu'elle les a pris en compte pour fixer véritablement son coût de revient estimé? Donc ça veut dire tous les achats nécessaires, les frais de structure, etc., etc., et j'en passe. Je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Oui, il y a les coûts oui, si elles vendent sur Internet, bah, c'est les coûts d'expédition. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des frais de port? C'est elle qui les supporte ou c'est le client qui les supporte, qui peut variablement changer le prix de vente, donc, et peut-être être au-dessus un peu du prix du marché, hein. Donc, c'est toutes ces questions qu'il va falloir, sur lesquelles elle va devoir y répondre de façon très, très simple et très précise. Et bien sûr, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir prévoir d'autres financements? Est-ce qu'elle va passer par des prêts d'honneur? Est-ce qu'elle n'a pas intérêt d'ailleurs à passer par des prêts d'honneur ou aussi solliciter les banques pour le financement de son activité? Donc, quand on a des marges qui ne sont pas forcément liées à celles du secteur d'activité, eh ben, il faut peut-être revoir le projet, soit en termes de coûts, hein, ou de qualité, ou de produits qualitatifs de forte valeur ajoutée, ou tout simplement trouver des fournisseurs qui acceptent
des prix, du moins qui pratiquent des prix sur des petites quantités. Mais là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est toutes ces informations qu'on va lui poser, hein. Et donc, est-ce qu'elle a choisi ses fournisseurs? Pourquoi elle les a choisis? Pour sa réactivité, pour son approvisionnement, pour les coûts, pour les quantités. Toutes ces questions vont être posées sur la table. Et c'est ce qui nous permettra, du coup, de réaliser son prévisionnel, du moins le prévisionnel, le plan de trésorerie, etc., le plan de financement, le prévisionnel et le plan de trésorerie. Donc, votre rôle, à partir de ces réponses, eh ben, c'est de pouvoir repérer les zones de fragilité et pointer ces zones de fragilité, c'est-à-dire d'y répondre et d'apporter des réponses le plus fiables possible. Et bien sûr, de mettre en lumière les points à consolider, hein, ce qui lui reste à travailler, hein, et surtout l'aider à organiser les prochaines étapes. Il y a des étapes dans un projet. Donc, les premières étapes pour moi, je dirais, toujours, hein, c'est les caractéristiques de l'offre, détaillées, énumérées, factuelles et objectives, avec les avantages de l'offre. Quel est l'avantage, la valeur ajoutée que tu apportes et le bénéfice pour ton client. Tant qu'elle n'a pas avancé sur ce point-là, j'avancerai pas parce que c'est ce qui nous permettra d'identifier le persona ou la cible. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point de départ avant d'envisager les investissements, le combien, alors le quoi et le qui vont être importants, le quand, le comment vont être essentiels pour la mise en œuvre et pour terminer avec effectivement combien d'investissements et combien ça doit rapporter. Voilà comment je vais structurer ces étapes avec mon client. C'est ce qui nous permet d'évaluer la faisabilité du projet. La, comment dirais-je? La viabilité du projet viendra dans un deuxième temps sur la deuxième et troisième année et surtout de savoir si elle peut en vivre ou pas. Voilà pour l'évaluation du projet. Donc ça, c'est la méthode spirale hein, qui permet de pouvoir accompagner, de se poser les bonnes questions sur les étapes. Donc avant le go ou no go, hein, puisque c'est à lui de décider s'il y va ou pas, et pourquoi il y va et pourquoi il n'y va pas. Et donc il va repartir sur l'étude de marché, donc son offre, son adéquation l'adéquation de l'offre du porteur de projet par rapport à son offre, la stratégie commerciale qu'il va mettre en place et marketing, les aspects bien sûr financiers, et je dirais que ça c'est plutôt le point important avant de décider des facteurs juridiques. Voilà, ça c'est pour moi le montage, le bon montage. C'est-à-dire que souvent ils viennent avec des questions juridiques. Je leur dis, mais moi tant que je ne sais pas où vous allez, avec quel chiffre vous espérez, etc., je ne peux pas vous dire quel est le meilleur statut juridique. Ils sont tous très bons. Faut-il encore savoir où est-ce qu'on va? Voilà, pour vous aider, vous pouvez bien sûr vous accompagner du livre de la méthodologie, accompagner les créateurs d'entreprises, réalisé, écrit par notre cher président créatif Mathieu Douchy, où on vous aide et on vous donne des outils qui vous permettent de faire un diagnostic entrepreneurial avec des outils à mettre en œuvre très concrets, et des conseils pratiques, et puis bien sûr aussi des solutions pour relever quelques défis et quelques blocages. Donc c'est relativement un livre qui comporte véritablement beaucoup d'outils pour vous aider dans cet accompagnement. Voilà, et merci pour votre écoute, hein. Votre écoute, le format est très court, mais je suis obligée d'en rester là car je vais laisser la parole à Sacha. Alors, merci Leïla. Merci pour la présentation et les éléments que tu nous as apportés. Bonjour à tous également. Alors, si tu peux juste revenir sur la petite slide d'avant, Leïla, s'il te plaît. Nickel. Merci d'être présent, en tout cas. Donc, enchanté. Moi, je suis Sacha, je suis conseiller en création d'entreprise également chez Créactif, au même titre que Leïla. Moi, j'interviens pour vous présenter un peu plus en détail ce qu'on met en place pour vous, parce que voilà, on met déjà ces petits webinars pour vous donner de l'information, pour vous sensibiliser un petit peu plus justement à la création d'entreprise et de l'accompagnement, hein, de manière plus spécifique à la création d'entreprise. Si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt pour ces deux thématiques-là, tout du moins. Donc,
chez Créatif, on met en place pas mal de choses pour vous aider au plus dans vos pratiques. Donc, il y a notamment un petit groupe qu'on a créé sur LinkedIn. Il y a déjà un peu plus de 350 personnes de mémoire qui sont constituées de conseillers en création d'entreprise, de conseillers en insertion professionnelle, en évolution professionnelle, de coach, de RH, enfin, voilà, toutes les personnes qui sont sensibles et susceptibles plutôt de, d'intervenir auprès de porteurs de projets dans différents cadres. Donc voilà, l'idée, c'est que chacun puisse partager un petit peu ses bonnes pratiques, que vous ayez aussi une base de réseau avec les personnes auxquelles vous pouvez vous référer également, réseauter avec eux, échanger, et donc échanger tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe en scannant ce QR code. Et puis nous, on partage aussi pas mal d'informations justement liées à ces événements ou alors d'exclusivité de manière générale ou des tips également pour aller un petit peu plus loin sur cette méthodologie. Donc voilà, je vous laisse scanner le QR code tranquillement et puis on va pouvoir passer à la slide juste après. Leïla, si tu veux bien. C'est bon. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup. Alors, également, on propose une formation pour aller plus loin qui est dédiée aux professionnels de l'accompagnement pour savoir accompagner et conseiller les créateurs d'entreprise. D'accord? L'idée, c'est que là, ce petit webinar, il était spécifique à la faisabilité et la viabilité d'un projet, comment on l'évalue, mais c'est qu'une infime partie de tout ce qu'il faut faire également sur ces thématiques-là. On avait déjà fait un précédent atelier sur la méthodologie en spirale. C'est pour ça qu'on est passé un petit peu rapidement dessus sur aujourd'hui, mais voilà, où on donne un petit peu d'informations, mais pareil, il manque encore beaucoup de choses. Donc tout ça, vous le retrouvez dans la formation. Il y a pas mal d'autres éléments dans la formation qui vous permettent de monter en compétence sur les différentes thématiques de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même essentiel de savoir pas mal de choses sur ces sujets-là, notamment sur les études de marché, le positionnement, la tarification, la cible, les stratégies d'acquisition client, le côté juridique, bien évidemment, tous les statuts juridiques et les spécificités, les aides à la création d'entreprise et jusqu'au prévisionnel financier. L'idée, encore une fois, c'est que là, on vous partage un petit peu d'informations, ça vous donne déjà une idée, ça vous permettra peut-être déjà de vous aider dans le cadre de vos accompagnements si vous en faites déjà. Mais avec cette formation, vous aurez un tas de plus de connaissances sur toutes les thématiques que je viens de vous citer. Et il y a également beaucoup d'accompagnements individuels, des ateliers en plus qui sont liés à ça. On va pouvoir faire des simulations, mettre en pratique justement tout ce que vous apprenez sur ces thématiques-là. Parce que avoir des connaissances sur la création d'entreprise, c'est une bonne chose, forcément, mais après, savoir appliquer ces connaissances, conseiller, poser les bonnes questions pour avoir après les bons réflexes et maximiser les chances de réussite des porteurs de projets, c'est tout autre chose. Donc voilà, on met tout ça en place. Donc on a deux formats pour cette prestation. On a une première formule de 40 heures, donc c'est toujours à distance essentiellement, en formation e-learning, de l'accompagnement individuel et la certification également. Et ensuite, un autre format avec, pareil, à 50 heures, pardon, au niveau du format e-learning, on sera exactement sur le même contenu avec davantage de contenu, bien évidemment, de l'accompagnement individuel et des ateliers aussi spécifiques à l'accompagnement, à la création d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes. On est déjà plus de 600 conseillers formés. Il y a des personnes de la CCI, de la BGE, de la CMA, de l'APEC, de France Travail, des conseillers en évolution professionnelle, bilan de compétences, coach, RH. Enfin, voilà. Plein de personnes viennent se former. Moi, je m'occupe également de cette formation-là. Donc, je les accompagne. Beaucoup, même s'ils sont déjà dans le milieu, ont besoin de professionnaliser leur pratique. Et c'est un petit peu en ce sens-là également qu'on a mis en place cette formation pour pouvoir harmoniser les pratiques et aider au plus les porteurs de projets. C'est un métier d'avenir, il y a de plus en plus de création d'entreprises, donc il faut également plus d'accompagnement à la création d'entreprises pour pouvoir les aider au mieux. Voilà, tout simplement. Et on peut passer à la slide suivante, si ça te va, Leïla. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous si jamais ça vous intéresse. Je vous invite à le faire également si vous voulez aller plus loin, si vous rencontrez des porteurs de projets, que ce soit dans le cadre de bilan de compétences pour continuer à les accompagner jusqu'au bout pour sécuriser leur création d'entreprise. Également pour ceux qui sont dans l'insertion, dans l'évolution professionnelle, il y a beaucoup de transitions pro, de reclassement, etc. Voilà, il y a beaucoup et je pense que vous en voyez de plus en plus. Voilà, donc l'idée c'est qu'on puisse en discuter ensemble, qu'on vous accompagne et qu'on vous conseille au mieux sur ce qu'il faut faire, les financements, les démarches,
à ce niveau-là. Et je vais en rajouter une petite couche simplement sur Créactif de manière générale. Créactif propose des formations sur toutes les thématiques de l'entrepreneuriat aussi, que ce soit sur je sais pas, la création de site internet, de la comptabilité, du juridique, voilà, plein de choses. Si vous voyez des porteurs de projets qui sont intéressés ou même des salariés, parce qu'on s'intéresse aussi aux salariés d'entreprise dans le cadre de montée en compétences, de transition professionnelle, etc., bah, nous, on se fera un plaisir de les aider au mieux et on essaye de nouer le plus de relations possible avec les différents acteurs de l'entrepreneuriat et de la transition professionnelle de manière plus générale pour pouvoir aider au plus toutes les personnes qui le souhaitent. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste un petit peu de temps euh, jusqu'à la fin, ou pas du tout? N'hésitez pas à écrire aussi vos Oui, vous questions pouvez écrire dans le chat, effectivement. si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Non? Pour vous, est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a aidé à mieux comprendre votre rôle, surtout? Oui, oui, très bien, merci. Merci, Jessica. Bon. Pas de questions, j'ai été si claire que ça? Euh, Du coup, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers Sacha, hein, qui reste disponible et puis qui répondra à toutes vos questions. Voilà, c'est un métier passionnant, c'est un métier où on a le sentiment de devoir tout maîtriser, mais non, en fait, on fait un vrai job d'accompagnant, de réflexion, de poser des questions et d'être dans dans une interactivité, mais qui bénéficie véritablement aux porteurs de projet. Mm. C'est vraiment passionnant. Alors, tous les projets ne sont pas passionnants, hein, je vous rassure. Mais en grande majorité, les gens sont passionnants. Mm. Et donc de les aider à éclaircir, à y voir clair, parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Et ça, pour le coup, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on a Mm. avec, on a du temps alors dédié pour se poser les bonnes questions. En fait, c'est se poser les questions à voix haute. Voilà, s'autoriser, hein. Voilà ce qu'on leur permet. C'est Pas vrai. de jugement, rien. Mm. Voilà, donc c'est plutôt chouette comme activité. Sacha, tu veux dire un mot de la fin? Parce que pour ma part, Pour compléter rapidement ce que tu disais, effectivement, moi-même étant dans ce métier-là, je trouve que, il y a quand même aussi quelque chose d'assez, une vraie preuve sociale, enfin une aide en tout cas qu'on aide pour les personnes, c'est des personnes qui ont besoin de sécurité également, qui ont besoin de gagner confiance aussi en eux. Et donc, bah, voilà, d'aider à structurer certains projets qui parfois peuvent paraître complètement insensés, ou alors que les personnes ne savent pas forcément quelle direction aller ou mettre en avant certaines compétences. Voilà, comment on peut faire pivoter le projet de cette façon-là et quand les personnes arrivent à se trouver leur premier client, à réaliser leur premier chiffre d'affaires et puis à regagner un petit peu confiance en eux, c'est quand même quelque chose d'assez passionnant. Donc voilà, au-delà de toutes les connaissances que vous engrangez, de tous les profils différents que vous rencontrez et de tout ce qu'ils vous ont, eux aussi, ont à vous apporter. Il y a quand même beaucoup de choses satisfaisantes également dans ce métier. Voilà. Donc, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut se quitter là. Euh, Je je me tiens. Ça te permets va, juste Leïla? une question, c'est Valérie, Oui, pardon. Je voulais savoir, sachant que c'était eu en relation oui, il y a quelques oui. temps, mais j'hésitais et je suis contente de revoir Leïla. Je vous avais déjà vu il y a quelques années en présentiel. Oh, je me souviens plus. Bon, je voulais savoir si pour la formation spirale, est-ce que vous intervenez aussi, c'est que Sacha ou il y a plusieurs intervenants pendant la formation? Au choix, ça, il y a plusieurs intervenants. Moi, je m'en occupe principalement et j'ai l'habitude de les accompagner. Après, on travaille avec beaucoup d'experts, beaucoup d'indépendants aussi, enfin voilà, qui ont des spécificités sur, enfin des compétences plutôt sur chacune des thématiques. Donc, si vous souhaitez être avec Leïla, c'est possible. Si vous souhaitez avec quelqu'un d'autre, bah, c'est possible aussi. Voilà, on s'adapte au maximum à vos besoins et à ce qu'on peut vous apporter. C'est surtout ça Pour les ateliers, je voulais l'essentiel. dire, hein, je veux dire pour les Ouais. ateliers étape par étape, Alors, quoi. pour les ateliers, de mon côté, moi, je les anime pas. Je reste sur la partie plutôt entretien individuel. Après, effectivement, c'est beaucoup plus, voilà, ça peut être Leïla qui les anime. On a aussi d'autres personnes en interne avec qui on travaille qui peuvent être disponibles et animer ces ateliers-là. Ouais, pas de Ben, c'est souci. ça qui est chouette, en fait, c'est qu'il y a plusieurs intervenants avec Ouais.
une véritable à chaque fois valeur ajoutée, puis chacun avec son expertise, son Mhm. regard, son vocabulaire Bien sûr, et donc sa pertinence du coup. bien sûr. Parce que j'avais oublié de vous poser cette question-là on Il n'y avait a pas de échangé par souci. téléphone et voilà. Non, Merci non, c'est beaucoup. ça qui fait la force. Merci à vous en tous les cas pour votre Merci écoute, à votre vous. patience et votre bien. J'espère bientôt vous retrouver dans l'un des ateliers. Mhm. En tout cas, prenez soin de vous. Merci. Belle journée, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.